Bonsoir. On a l'habitude de recevoir la relève. Aujourd'hui, nous recevons la légende. Il est l'un des créateurs du groupe Kassav. Il est le papa du zouk. On a le plaisir et l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Lui, c'est notre invité, Jacob Desvarieux. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Alors, comment se porte Jacob Desvarieux? Moi, ça va. Voilà, alors, une fois à Brazzaville, comment tu te sens? Tu vois, exactement comme quand je suis sur l'autre rive, pas du fleuve, de la mer. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans les mêmes latitudes. Le même paysage. Oui, le même paysage, les mêmes températures, à peu près les mêmes physionomies. Donc, finalement, je pourrais très bien être aux Antilles, là. Pas dépaysé. Non. Voilà, alors, on ne peut pas parler de Jacob Desvarieux sans pour autant parler de son bébé Kassav. Comment se porte-t-il? Kassav se porte bien. Là, on tourne actuellement aux États-Unis, au Canada, en Europe, aux Antilles, en Amérique du Sud, en Afrique même, mais plutôt dans les pays lusophones, parce que depuis que le CFA a été dévalué, c'est devenu un peu compliqué pour les producteurs, parce que finalement, comme nous on vit en Europe, on coûte 2 fois plus cher qu'avant. Alors là, c'est bien difficile. On va l'évoquer tout à l'heure. Alors, plus de 20 ans d'existence, pour être précis, combien d'années? 36 ans. 36 ans. Alors, quelle lecture fais-tu de ta longue carrière? Après coup, c'est toujours facile. On dit, ouais, bon, alors on a fait un truc, on a inventé ci, on a fait là. Bon, en réalité, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à part de faire l'apologie de nous-mêmes, de dire, ouais, on est les meilleurs, on est fort, c'est de dire, quand on a commencé, nous, on faisait ça pour rigoler. C'était un challenge, on disait, ouais, on veut être le plus grand groupe du monde, on veut que la musique de nos petits pays, là, ça aille envahir le monde. Mais bon, c'était, à cette époque-là, on n'utilisait pas ce mot-là, mais on aurait pu dire que c'est très mégalo. Parce que, par exemple, imaginez que la Guadeloupe et la Martinique sont deux îles qui font chacune 450 000 habitants à peu près. C'est-à-dire que quand tu mets les deux ensemble, tu n'as pas la population de Brazzaville, même pas la moitié. Et puis là, on part en se disant, ouais, nous on vient de ce petit coin là, mais tu vas voir, on va toucher le monde entier. Bon, le jour où on arrive simplement à Brazzaville, déjà, tu vois, on voit le nombre de gens qui viennent à nos concerts ou qui aiment notre musique, on est épatés. Donc tout ce qui arrivait à Kassav, c'était pas du prévu. Non, mais il y avait de l'ambition. Oui, il y avait l'ambition, mais entre l'ambition et la réussite, c'est pas la même chose. Tu vois, tous les rêves ne sont pas réalisables obligatoirement. Bon, on rêve, quoi, on essaye. Alors, quand on a du succès avec Kassav, comment on gère ce succès envers les amis, envers surtout la gente féminine? Des fois, c'est compliqué parce que ça fait des rapports qui sont un peu faussés. Sans arriver même jusqu'à la gente féminine ou à des amis. Moi, simplement les amis d'enfance, les gens avec qui on était à l'école. Quand on les recroise après, eux, ils se disent, ouais, t'as réussi, machin, et que nous, c'est un boulot, quoi. Bon, ça marche bien, ouais, ok, super, bon. Mais je me rappelle que j'étais à l'école avec toi. Donc, toi, on n'a pas la même vision des deux choses, quoi. Et des fois, ça fait des relations un peu bizarres. Il n'y a plus du vrai. Il y a souvent des gens qui te voient autrement que ce que tu n'es. Ils oublient qu'avant, on allait boire des coups ensemble, quoi. On dit que la célébrité n'a pas de vrais amis. Tout est faux. Il y a beaucoup de gens qui te fréquentent parce que tu es connu ou des choses comme ça. C'est vrai, mais c'est comme ça. C'est normal. Je veux dire, à partir du moment où tu es connu, voilà, tu as plein d'amis, tu as plein de parasites, tu as plein de... Voilà, bon, mais il faut essayer de séparer ceux qui sont, disons, plus sincères que les autres, quoi. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète et arrangeur. Comment Jacob Desvarieux est-il arrivé à faire tout cela? Le hasard, la chance, le travail, voilà, j'ai eu des opportunités, j'ai eu la chance de pouvoir les saisir. Voilà, arrangeur, toi, je travaillais avec des copains sur un disque. La maison de disque a sorti le disque, a trouvé ça intéressant. Elle a demandé, mais qui a fait les arrangements? Et les autres ont dit, c'est moi. C'est pas l'école? Non, l'école, c'est dans l'État. J'aurais aimé, mais il se trouve qu'à l'époque où j'ai voulu rentrer au conservatoire, on m'a dit, est-ce que tu sais lire la musique? J'ai dit, ben non, justement, c'est pour ça que je veux rentrer au conservatoire. On m'a dit, mais non, il faut d'abord savoir lire pour rentrer au conservatoire. J'ai dit, bon, d'accord, ça reprend ce moment la queue. Donc, et puis quand j'ai eu besoin de ça professionnellement, j'ai pris des bouquins, j'ai appris, et puis j'ai appris à lire et à écrire. Voilà, en ce moment, si je me trompe, tu es le membre le plus ancien du groupe Kassav. Alors, c'est quoi le secret de ton maintien? De mon maintien, c'est que les autres m'ont supporté. Bon, après, le secret de la longévité du groupe,
C'est plutôt parce que au départ, le choix des gens qu'il y a dans ce groupe, c'est pas simplement des cousins, des copains, des gens qui étaient à l'école ensemble. Ce sont des gens qui ont été choisis par rapport à leur qualité de musicien, par rapport à ce qu'ils pouvaient apporter dans la musique, enfin dans le projet musical en tant que créateur, et puis aussi le fait qu'ils étaient des gens faciles à vivre. Tu vois, pas des gens qui cherchent des histoires tout le temps. Enfin bon, oui, on coupe les cheveux en quatre dans notre boulot, quoi. On n'est pas chercher des problèmes avec les gens. Voilà, on sait que de toute façon, c'est le collectif qui fait que ça marche. C'est pas juste le gars qui pousse le ballon au fond du filet. Oui, il est dans la lumière, tout le monde le voit. Mais s'il n'y a pas le goal, s'il n'y a pas les arrières, s'il n'y a pas tous les autres personnages de l'équipe, ben, il n'aura jamais le ballon. Donc on ne pourra pas le pousser nulle part. En voyant Kassav aujourd'hui, la structure de Kassav, vous êtes presque des amis de plus de 20 ans. Alors, et pourtant, il y a des gens qui sont venus dans Kassav, qui sont ressortis après. Alors, il y a très peu. Alors, pour ceux qui sont sortis, à ton avis, c'était la cause? Bah écoute, il y a Patrick Saint-Éloi qui est sorti à un moment parce que lui, il voulait voir grandir ses enfants et que pendant les tournées, il ne les voyait pas. Hein, voilà. Il y a eu des enfants qu'il a jamais vu grandir, qu'il a vu pratiquement adulte. Et puis bon, après, il est mort. Bon, bon, voilà. Georges Decimus, pareil, il est sorti à un moment et puis il est revenu 10 ans après. Sinon, tous les autres sont ceux qui étaient là au départ. Quoi. Et est-ce qu'il t'arrive, tout au long de ta longue carrière, d'avoir une idée, par exemple, d'abandonner? Non. Non, enfin moi non en tout cas. Hein. Bon, après, tu sais, tout le monde n'est pas sensible à la dépression. Peut-être pas d'abandonner, mais de douter de toi. Bah, douter, oui, tous les jours. Parce que tous les jours, on est obligé de se remettre en question. Tu sais, quand on fait une chanson qui a un succès, par exemple, on le fait sur le coup comme ça, tiens, il y a un air qui me vient dans la tête, tiens, je me dis, bah tiens, voilà, bon. Et puis ça fait un carton. Et là, le problème, c'est que tu as du succès. Et du coup, tu te dis, attends, comment je vais faire pour le prochain? Comment j'ai fait déjà pour celui-là? C'est parce que je faisais l'interview avec toi, et puis d'un coup, il y a une idée qui m'est venue en tête. J'attendais que l'interview se finisse pour aller prendre la guitare vite fait, faire ça. Sauf que là, pour le deuxième, il faut que je te rappelle que tu me refasses la même interview, et puis je reprends. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Donc en fait, on ne sait pas. On peut raconter des bêtises quand on est à la télé, oui, on est les meilleurs du monde, tout ça, mais bon, dans la vraie vie, on ne sait pas. Ça marche, et puis après, il y a l'angoisse qui tombe parce que tu dois en refaire un, parce qu'il y a un tas de gens qui ont gagné leur vie grâce à toi pendant un certain temps, et qui attendent sur toi que tu refasses encore un exploit, et tu ne sais même pas comment tu as fait. Et si on te demandait ce qui t'inspire, c'est quoi? Tout ce que je vois autour de moi, de bien ou de pas bien. Je sais pas. Tu es du genre solitaire ou tu aimes voir la foule, les gens? Moi, j'aime pas rester tout seul. Bon, après, l'inspiration, après coup, je peux toujours te trouver une explication. Je peux te dire oui, c'est les femmes, c'est la cuisine, c'est oui, après coup. Mais sur le moment, je fais une chanson pour te dire qu'est-ce qui m'a inspiré de faire cette musique-là plutôt qu'une autre ou d'une autre façon. Honnêtement, je pourrais pas. Je sais que beaucoup d'artistes font ça à la télé, quoi. Enfin, quand on nous pose la question, il faut qu'on dise quelque chose. Enfin, on dit quelque chose pour vous faire plaisir, mais dans la réalité, on ne sait pas. Et parmi toutes ces chansons, est-ce qu'il y a une chanson qui est comme ton hymne? Tu sais, est-ce que tu as une chanson préférée? C'est pas moi qui décide, c'est plutôt le public qui décide qu'est-ce qui va être l'hymne ou pas. Parce que moi-même, c'est comme si tu me demandais parmi mes enfants lequel je préfère. Bah, ce sont mes enfants. Il y a toujours une préférence cachée? Non, il ne devrait pas y avoir de préférence parmi tes enfants. Ce sont tes enfants. De toute façon, quel que soit ce qu'ils deviennent, c'est toi qui les as fait. Bon, et tu essaies de leur apporter tous la même attention. Bon. Après, bon, la vie fait que, Et si on te demandait ton plus grand succès? Je pense que c'est The Class, c'est le médicament de nuit. Que je vois que quand on joue sur scène, bon voilà, dans tous les pays du monde, ça marche. Alors, tu es père de 4 enfants, dont 2 jumeaux. Accepterais-tu un jour qu'un de tes fils puisse faire de la musique? Oui, pourquoi pas. C'est un métier. Et je crois que tous les parents aimeraient bien que leurs enfants fassent le même métier qu'eux, ne serait-ce que pour profiter de leur réseau. Bon, le problème, si tu veux, de la musique, c'est que c'est très personnalisé, quoi. C'est-à-dire que ton père est artiste, ça ne veut pas dire que tu es artiste, hein, c'est pas génétique. Bon. En plus, ton père est artiste, ça veut dire que toi, il faut que tu te fasses un prénom, parce qu'on connaît son nom déjà. Tu vois, s'il est connu, et toi, tu arrives derrière, il faut que tu te fasses un prénom, qu'on sache que ça, c'est le fils d'eux, mais n'empêche que ce qu'il fait là, ouais, sérieux, quoi, tu vois. C'est très rare, hein, que ça arrive, extrêmement rare.
Bon, et c'est d'autant plus difficile pour l'enfant parce qu'il se dit là, c'est pas simplement qu'il doit être bon, hein, c'est qu'il doit être meilleur que son père. Donc, bon. Il y a des boulots où ça se fait, dans la musique, ou dans le football, ou des choses comme ça, c'est très difficile. C'est quoi le plus dur dans ton métier? D'avoir l'humilité. Je pense que c'est ça le plus dur. Et c'est ce qui est le plus important en plus. Parce que ce métier-là t'apprend l'humilité. Et à chaque fois que ça te l'apprend, bah, tu souffres, hein, parce que tu te croyais le maître du monde. Et puis non, ça te met une petite claque pour te rappeler que tu es par terre. Quoi. Voilà, bon. Au secours. Voilà, alors, je vois toujours tes menus là. Jacob Desvarieux, est-ce qu'un cœur à prendre ou on continue à vivre dans le péché comme tu me l'avais dit la dernière fois? Nous vivons tous dans le péché, que le cœur soit à prendre ou pas. Après, bon, cœur libre à prendre, ça dépend des jours, ça dépend des périodes. Quoi. Alors, entre deux avions à chaque fois, et la famille dans tout ça? C'est ça qui est compliqué. C'est pas seulement l'avion, c'est les métiers où tu dois faire carrière, où tu veux progresser. Du coup, toute ta tête est là-dessus, 24 heures sur 24, même pendant que tu dors, même pendant que tu es en face de ta famille, même en face des gens que tu aimes. Tu les regardes comme ça, hein, mais ta tête est en train de calculer comment tu vas faire pour passer l'étape suivante. Et au bout d'un moment, eux-mêmes se rendent compte que tu n'es pas avec eux. Quoi. Et évidemment, ça n'arrange pas les choses. C'est pas très compatible avec la vie de famille. Bon, on fait ce qu'on peut, mais c'est difficile. On assume. Oui, et puis il faut surtout que la personne qui est en face de toi puisse assumer ça. Parce que c'est difficile, ça a l'air simple comme ça. Oui, tu vois un artiste à la télé, ça brille, ouais, super. Bon, quand tu dois vivre avec, c'est pas pareil. Quoi. Parce qu'il y a des trucs, des petites vexations, ne serait-ce que, imagine par exemple, tu viens avec ton épouse, tu vas dans une soirée quelconque, bon, elle, peut-être qu'elle est, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais te dire comme boulot, c'est l'assistante du président de la République, mais personne ne la connaît. Alors que toi, tu as un boulot beaucoup moins important, mais toi, tout le monde te connaît. Et les gens, quand ils viennent direct sur toi, ouais, machin, et puis ils disent même pas bonjour, parce qu'ils considèrent que c'est sûrement une groupie quelconque, une fan quelconque qui est à côté de toi. Et c'est très énervant parce qu'elle se dit, mais attends, les gens, ils n'ont pas d'éducation ou quoi? Tu vois, ils voient que toi parce que le projecteur est sur toi. Bon, il faut pouvoir vivre ça et puis plus toutes les autres contraintes qu'il y a avec. Voilà, et surtout qu'elle est souvent seule à la maison. Aussi, donc ce qui fait travailler l'imagination, parce qu'en plus, elle se dit, toi, tu rencontres les grands de ce monde, tu rencontres les starlettes et les jeunes filles les plus en vue, etc. Et que donc, obligatoirement, il suffit que tu fasses claque comme ça et toutes les filles tombent. Bon, oui, mais bien sûr, bon, là, beaucoup d'entre nous ont attaqué la musique ou d'autres métiers du genre en pensant que c'était vrai. Ça marche pas. On a beau claquer les doigts, il se passe rien. Quoi. Voilà, alors tu as passé un bon moment de ta vie, je dirais, de ton enfance en Afrique, plus précisément au Sénégal. Alors, que représente le continent africain pour Jacob Desvarieux? Pour moi, en tant qu'adulte, ben, il n'y a même pas d'explication. Voilà, tu vois, je suis noir, jusqu'à nouvel ordre, tous les noirs ils viennent du même continent. Hein. Bon, il y en a qui vivent en Asie, il y en a qui vivent à droite à gauche, mais ils viennent tous du même endroit. Voilà, là c'est clair. Quand j'étais enfant, le problème ne se posait pas de la même façon. Parce que moi j'ai grandi aux Antilles, si tu veux, et la façon de présenter les choses là-bas, c'était, comment te dire, ce sont des Blancs qui nous éduquent, qui nous donnent leur culture et tout ça, et donc nous on voit le monde à travers leurs yeux. Tu vois? Alors on voit bien qu'on n'est pas blanc, mais dans notre tête, dans notre façon de voir les choses, on pensait comme des blancs. Tu vois, on voyait des noirs. Même si nous-mêmes on est noirs. Ce qui pour un Africain, ça n'a pas de sens. Bon. Voilà, donc ça a fait des conflits, des petits trucs. Bon. Ça évolue, ça avance. Bon, on finit par s'intéresser à savoir pourquoi on est là-bas, quelle était l'histoire. Enfin bon, il y a encore plein de choses à faire, hein, mais donc ça avance quand même. Ça a pris quand même du temps d'apprendre, oui, parce que c'est pas inscrit. C'est pas inscrit, c'est voulu comme ça. Hein, tu sais, bon, voilà. Je pense que le but des colonisateurs, c'était pas de nous faire revenir ici. Bon, donc, c'était pas de nous faire avoir des liens avec l'Afrique, ni commerciaux, ni quoi que ce soit. Bon, enfin, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, ils nous éduquent. Un Antillais me disait, c'est comme nous, on était le cacao originaire, et vous êtes devenus des Nesquik. Ouais, on peut toujours trouver des formules choc, mais bon, la réalité, c'est que voilà, on nous a pris ici, on nous a amenés là-bas pour bosser. Je dis ça, tu vois, la version édulcorée, la version gentille. Hein, tu vois, on est parti en vacances là-bas. Bon, ça s'est pas toujours très bien passé. On a quand même réussi à survivre. Là, aujourd'hui, ben, on a acquis le savoir, la technologie, enfin, etc., la formation, qui, pour moi, à terme, ça va revenir ici. Et quand on est antillais, quand on voit un Africain
C'est vrai que nous tous nous venons d'Afrique. Et quand on sort des Antilles ou de la France, quand on vous a présenté pour la première fois un Africain, Mm. qu'est-ce qui vient dans la tête? On se pose mille et une questions pour dire... Ben, c'est-à-dire qu'il y a une époque où l'image qu'on avait de l'Afrique, bon, ça n'a pas beaucoup changé hein, en Europe, mais bon, c'était toujours les famines, les guerres, les machins, les gens dans les villages, enfin bon, voilà. Ou les bandes dessinées, bon, c'était des caricatures. Moi, j'ai eu la chance que ma mère s'intéressait beaucoup à ces choses-là et elle ne croyait pas tout ce qu'on lui disait. Et un jour, elle a dit, je vais aller voir moi-même avec mes yeux. Donc on est parti, on s'est retrouvé au Sénégal. C'était le premier pays d'Afrique noire qu'on croise sur le chemin en venant d'Europe, quoi. On a vu que c'est pas du tout ce qu'on raconte. Voilà. Après, moi, j'ai eu l'occasion en tant qu'adulte d'aller dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Mais là, aujourd'hui, je dis à qui veut l'entendre, hein, que je pense que chaque Antillais devrait aller en Afrique au moins une fois dans sa vie. N'importe où en Afrique. Parce qu'il faut savoir quand même que nous, quand on arrive ici, le plus clair de notre temps, c'est de voir des gens passer dans la rue, on dit « Ah mais voilà, ah mais non, c'est pas lui ». Voilà, et là, d'un coup, on revoit les choses autrement. Alors c'est vrai que vu d'Afrique, c'est anodin, ça n'a pas vraiment de sens. Mais pour nous, ça a beaucoup de sens, quoi. On se dit, mais même si on avait un doute, même ceux qui avaient un doute, qui pensaient que ouais, mais bon, c'est pas pareil quoi, quand tu vas aux États-Unis et que tu es européen, tu sais bien que tous les Américains, là, sont des Européens. Hein. Voilà, ils parlent anglais parce que voilà, bon, c'est comme ça. Ou quand tu vas au Québec, ils parlent français. Bon. Il y a une légende sur Jacob Desbarry qui disait mais Jacob, il est né d'un père blanc et d'une mère blanche. Mais lui, il était sorti noir. Ah, je ne connaissais pas celle-là. Tu n'as jamais entendu cette légende? Non, mais bon, ça peut être une légende, hein, parce que génétiquement, bon, il y a peut-être eu des cas, mais enfin, quand on a fouillé vraiment, on a vu que non, ça marche pas ça. Alors voilà, l'Afrique, comme tu l'as souligné tout à l'heure, est un continent en mouvement. Un continent qui bouge dans le bon ou dans le mauvais sens. Surtout dans le mauvais sens. Alors parlons de ce dernier, comme dans le mauvais sens. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on apprend qu'il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela, la famine, des coups d'État, des rébellions, des crises institutionnelles après des élections? On se pose toujours des questions, on se demande mais pourquoi, Aujourd'hui, mais on parle comment. même du terrorisme. Tu sais, le terrorisme, je crois que c'est le pire qu'on ait vu, quoi. Bon, des histoires de dictature ou des choses comme ça, oui, on entend, mais enfin bon, c'est pas en Afrique que c'est né, hein, on a connu ça en Europe. L'Europe, où les États-Unis peuvent parler de démocratie aujourd'hui, oui, après 200 ans. Ils se sont entretués pendant X temps avant ça. Le terrorisme, c'est encore un autre problème, c'est que, moi je me rappelle quand j'avais 20 ans, ma préoccupation première, c'était, je sais pas, sortir avec des filles, aller boire des coups, aller au cinéma, enfin voilà. C'était pas d'aller me mettre une ceinture pour aller me tuer et puis tuer d'autres gens. Bon, alors, là je me dis, mais qu'est-ce qu'on leur a raconté, qu'est-ce qu'on leur a dit pour qu'ils puissent se mettre dans des états pareils, quoi. Parce que là, il y a un truc qui m'échappe. Bon, des gens suicidaires, il y en a toujours eu, mais ils essaient de se suicider eux. De vouloir se suicider en tuant tout le monde, c'est encore une autre évolution, et puis bon, ils sont persuadés qu'ils ont raison, en plus. Voilà. Bon, après, le reste, ce sont des schémas qu'on a déjà vus. Bon, évidemment, comme maintenant c'est en Afrique, on dit oui, mais tu vois les Africains, machin, ceci, cela. Attends, ils ont appris ça où? Les coups d'État, changer la constitution, faire ceci, faire cela, les guerres, tout ça, on a appris ça où? Voilà. Et des pays qui t'ont porté, comme la Côte d'Ivoire, quand tu entends, il y a des guerres parfois en Côte d'Ivoire. Non, moi ça m'a choqué. Quand la guerre a démarré en Côte d'Ivoire, ça m'a choqué parce que je me dis, mais On attends. aurait appris que tu as versé des larmes. Non, c'est pas des larmes, c'est pas vraiment comme ça. C'est que moi ça m'a choqué, franchement. Me dire, il y a des Noirs qui se battent avec des Noirs là, aujourd'hui, là. Tu vois? Qui font une guerre, c'est pas deux coups de poing, c'est pas des mots, c'est un coup de fusil, quoi. Je me dis, mais attends. La première question que je me suis posée, tu vois, je me suis dit, il y a du pétrole en Côte d'Ivoire. C'est la première question que j'ai posée, quoi. Tu vois, parce que je me dis, pour que des gens se tirent dessus comme ça, il faut qu'il y ait vraiment, je sais pas, des richesses. En général, quand il y a une guerre, c'est parce qu'il y a de l'argent. Hein. Parce qu'il faut acheter des armes, parce que voilà, bon, il y a des richesses qu'on ne voit peut-être pas au premier coup d'œil, mais qui justifient que certaines personnes envoient leurs frères, leurs enfants, enfin, en général pas leurs enfants, mais qui envoient leurs frères aller se battre contre. Voilà, alors l'Afrique, comme tu le dis souvent, est votre marché de base. C'est en Afrique que vous aviez eu le succès qui est le vôtre aujourd'hui. Et pourtant, vous tournez moins en Afrique. Tout à l'heure, vous aviez voulu évoquer cela. C'est-à-dire que quand le franc CFA a dévalué, tous les pays CFA, c'est devenu très compliqué parce que
pour arriver à amortir les frais d'un groupe qui vient d'Europe, bah, tu es obligé de faire payer le billet 2 fois plus cher. Or, ce ne sont pas des pays qui sont réputés pour être très riches. Enfin, ici, les pays sont très riches, mais les populations sont très pauvres. Donc, à partir de ce moment-là, ben, tu ne peux aller jouer que pour les riches. Bon, c'est pas très intéressant. Hein, bon, c'est pas le but de ton musicien. Mais peut-être que c'est le cachet qui fait que... Non, même pas. Les cachets, ce sont des salaires. Bon, Et souvent, ça frustre la population. bah, ça nous frustre, nous, en premier. On croit que c'est des artistes qui exigent Non, ces prix. Non, les artistes, ils exigent des qualités techniques. Parce que, Surtout. Voilà, parce qu'il n'y a pas le matériel qu'il faut pour faire la prestation qu'on aurait aimé pouvoir donner. Donc on exige qu'il y ait des prestations techniques à la hauteur du spectacle qu'on veut donner. On exige des moyens de transport qui correspondent, parce que nous on est tout le temps en avion. Alors tu vois, si on voyage mal, on arrive, on est crevé. La sécurité. Voilà, il faut faire le concert. Bon, la sécurité pour nous et surtout pour les gens qui vont voir le concert, quand ce sont des stades, des choses comme ça, on a une exigence de qualité qui coûte cher évidemment. Le cachet, c'est le poste peut-être que le moins cher de tous les postes qu'il y a pour voir quand on fait un concert. Donc c'est pas les cachets qui plombent le budget. C'est surtout les structures, les sonos, les lumières, les avions, les hôtels, etc. Alors quand le CFA a été dévalué, ben, tous ces chiffres-là ont doublé. Et cela vous frustre lorsque vous entendez parfois le prix d'entrée est très élevé par rapport au coût moyen du Congolais, d'Africain, oui, de toute façon, en général. Parce que, alors quand on vient faire un concert qui s'adresse uniquement aux gens nantis, bon, bah, ils ont les moyens. Bon. Mais quand on vient faire des concerts populaires, ben, l'énorme majorité de la population, pour autant que je sache, dans quel que soit le pays où on va en Afrique, l'énorme majorité de la population a un pouvoir d'achat très faible. Donc si le prix du billet correspond à la moitié de leur salaire moyen, c'est pas jouable. Parfois même des salaires. Oui, ça coûte même un salaire. Alors, quand ça coûte un salaire, c'est que ça s'adresse à des gens qui ont les moyens de payer ça. Tu ne vas pas faire sur un stade un concert qui concerne, où le prix correspond au salaire moyen. Non, c'est pas possible. Tu vas faire ça dans une petite salle, 1000 places. Bon, il y a toujours 1000 personnes ou 2000 personnes qui peuvent payer ça. Alors maintenant que tu vas faire sur un stade, ça va pas être le même prix, quoi. Du tout. Entre la scène et le studio, tu as une préférence? C'est deux choses complètement différentes. Le studio, c'est le moment de création, et la scène, c'est le moment où on exprime tout ce qu'on veut. Et Jacob préfère? Ça dépend du jour. Je préfère la scène, bon. C'est l'envie de communier, de transmettre, oui, de faire plaisir. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Hein. Voilà, parce que quand on arrive sur scène, il y a un tas de gens qui sont là et qui ont envie de vous donner de l'amour parce qu'ils aiment ce que vous faites, ils aiment ce que vous êtes. Voilà. Et vous arrivez sur scène et vous leur redonnez un peu de cet amour-là. Alors, comment Jacob Desvarieux arrive-t-il à s'épanouir en tant qu'artiste et en tant qu'entité autonome? Parce que tu as souvent l'habitude de tourner seul. De tourner seul, enfin, bon, c'est assez rare quand même, mais je participe à des featuring avec d'autres artistes de temps en temps quand j'ai le temps, quoi. Ces derniers temps, on voyait, surtout en Afrique, Jacob Desvarieux seul. Oui, parce que Kassab ne peut pas se déplacer, parce que ça coûte trop cher. Hein, ou le plus souvent, ça coûte trop cher. Et des fois, il y a d'autres structures, d'autres morceaux où j'ai participé et qui me proposent de venir tout seul, quoi, voilà, faire une chanson. Mais c'est pas la même chose. Hein. On peut considérer Kassav, comme je l'ai dit à l'intro de mon émission, comme ton bébé. Alors, c'est pas mon bébé, en fait, c'est le bébé de Pierre-Édouard Décimus. Moi, j'étais là parmi la première vague, voilà. Oui, c'est aussi ton bébé. Oui, aussi. Voilà, alors, qu'est-ce qui motive tes albums solo? C'est-à-dire que quand on est dans un groupe, alors en général, un groupe, tu as un chanteur, tu vois, et puis tu as des musiciens autour. Bon. Dans Kassav, la différence, c'est qu'il y avait déjà 5 chanteurs au moins, voire 6 par période. Bon. Et donc, quand tu vas faire un concert, tu as, mettons, je dis n'importe quoi, 20 chansons à chanter. Si tu as 5 chanteurs, ça veut dire 4 chansons chacun. Et la tournée va durer 2 ans. Donc c'est un peu frustrant à la longue, quoi. Et du coup, quand on fait un album solo, on a 8 chansons à chanter. Alors, celle qui va marcher le plus, ou au singulier ou au pluriel, vont être intégrées dans le répertoire de Kassav. Mais ça donne un peu d'air. Voilà. C'est pour ça qu'on a tous fait des disques solo. Voilà, alors tu avais essayé, tu avais dit Dealer de Zouk avec Passy. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette collaboration?
Bah, c'était une expérience intéressante. Bon, voilà, c'est parce qu'il y a eu l'idée de faire un compromis entre le hip-hop et le zouk. Voilà, bon, voilà, on a fait 2 éditions. Après, il a voulu faire pareil avec le reggae. Bon, moi, je n'étais pas dedans. Mais bon. Et puis, bon, après, il est passé à autre chose parce qu'on ne peut pas passer notre vie sur le même projet tout le temps, quoi. Voilà, Ça au peut se départ. répéter? Oui, ça peut, mais bon, c'est quand on est créateur, c'est pas trop l'intérêt, quoi. C'est pas l'intérêt n'est pas de refaire toujours la même chose. C'est de trouver justement des nouvelles idées, de nouvelles choses. Lui, il a commencé avec Bisson Abisso. Enfin, non, il a commencé tout seul, mais en matière de groupe, il a commencé à faire Bisson Abisso. Il m'avait appelé pour, je crois, pour jouer de la guitare sur un titre, un truc comme ça. Et a priori, moi, à cette époque-là, je faisais pas de collaboration avec des rappeurs et tout ça, mais j'avais trouvé sa démarche intéressante. Parce qu'il me disait, moi, je suis congolais, parce que je ne savais pas d'ailleurs. Il me dit, je suis congolais, et j'ai pas oublié que quand j'étais petit, ben, contrairement quand j'entends Dr. Dre ou Snoop Dogg ou X ou Y, qui disent oui, moi quand j'étais petit j'écoutais James Brown, j'écoutais machin, j'écoutais truc, et tous les rappeurs francophones ils disent la même chose, africains ou autres, ils disent oui, quand j'étais petit j'écoutais Dr. Dre, menteur. T'écoutais Rochereau, t'écoutais Zaïko, t'écoutais, j'en sais rien, moi, Kassav, voilà. Et lui il a dit ça et j'ai trouvé que sa démarche était intéressante parce qu'il voulait montrer que oui, il fait du rap, oui, mais sa culture de base, voilà, c'est un tel, et il veut montrer ça. Et Wyclef Jean a eu la même démarche aussi à peu près à la même époque. C'est vrai que Kassav a inspiré beaucoup d'artistes africains. J'entendais dernièrement Kofi qui disait que c'est grâce à Kassav qu'il fait les grandes salles. Oui, parce que à partir du moment où il y en a un qui le fait, donc tu vois que c'est possible. Tu vois, et je peux te dire que les Antilles par rapport aux Zaïre, c'est même pas, j'allais dire même pas une ville, même pas un village. Tu vois, et qui ont réussi à faire des Olympiades, des Bercy, des Zénith, des Stades de France, bah, pourquoi pas quelqu'un qui vient d'un pays où il y a une centaine, au moins une centaine de millions d'habitants. Voilà. Alors, le zouk, quel regard que tu portes sur cette musique aujourd'hui? Bah, un peu comme toutes les générations de musiciens qui regardent les plus jeunes, qui arrivent avec des nouvelles idées, avec des choses plus créatives ou moins. D'ailleurs, bon, alors on critique, oui, bon, on fait des commentaires, mais bah, c'est la vie. Voilà, il faut que les jeunes arrivent et qui mettent leur empreinte, comme nous on a fait. Voilà. Est-ce que tu as une préférence entre le old school et le new generation? Non, pour moi, attends, il n'y a même pas de old school, tu sais, il y a de la musique. Tu sais, et cette histoire de old school ou autre, c'est surtout francophone. Hein. Parce que par exemple, la salsa, quand tu écoutes des morceaux de salsa des années 50 et tu écoutes la salsa d'aujourd'hui, la différence n'est pas aussi éloignée que la musique des Antilles dans les années 50 et la musique des Antilles aujourd'hui. Voilà, ou la musique congolaise des années 50 et la musique congolaise d'aujourd'hui. La différence est beaucoup, beaucoup plus large. Mais pour la salsa, on ne dit pas salsa old school. Hein. Non, là, c'est de la salsa, c'est quoi. Hein. Qu'on prenne Marc Anthony ou qu'on prenne, je ne sais pas moi, les artistes des années 50, c'est de la salsa. Et quand la plupart d'observateurs pensent que le zouk actuel a perdu sa nature, son originalité? Ils disent ce qu'ils veulent. Bon voilà, est-ce qu'ils ont une autre musique qui fait plus de succès ou qui touche plus de monde? Bon. Un peu de R&B. Bah, le R&B qui... Oui, R&B, il y a Rihanna, il y a Beyoncé, tout ça. Bon, quand tu parles à Aretha Franklin, elle te dit ouais, bon, les jeunes là, ouais, ils font des trucs, ouais, c'est bien, ouais, mais bon. Hein, et ta Jam, Aretha Franklin, ça, c'est de la musique. Bon, c'est toujours pareil, quel que soit le pays où tu vas aller. Comment vois-tu l'avenir du zouk? C'est de la musique. Bon, et puis ça rentre dans le concert musical mondial, quoi. Au départ, c'est la musique d'un petit coin, là. Bon, et puis, regarde, déjà, tu es au Congo, tu parles de zouk. Je sais pas si tu as vu la distance entre le Congo et les Antilles, quoi. Bon, et puis dans quelques années, ben, ce sera de la musique tout court. Il n'y aura plus l'histoire de old school, machin. On va te dire, ouais, c'est toi qui es old generation, parce que bon, dans les autres musiques, tu dis pas old. Tu vois, et donc, ce sera de la musique tout court, quoi. Ce sera de la musique, oui, la musique des Antillais. Quand tu as Miles Davis qui te dit, oui, ça c'est une musique d'avenir, ça personne n'en parle. Hein. Mais par contre, pour dire que c'est de la musique old ou je sais pas quoi, oui. Pour donner des qualificatifs, pour dénigrer ce qu'on fait, pour dire que, bon, ça c'est la culture francophone. Hein. Ce qu'on fait, c'est pas bien, mais ce qui vient de chez les autres, c'est bien. Voilà, alors, en 1988, tu avais initié le concept appelé le Grand Méchant Zouk. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, on en refait de temps en temps. Alors après, il y a des problèmes de temps. Hein. À l'époque, bon, on n'avait pas grand-chose à faire. Hein. On n'avait pas beaucoup de tournées. On ne tournait pas en tout cas dans énormément de pays. Donc on a eu l'idée de faire un programme, une vitrine un peu comme la Fania All Star, où tu as toutes les stars de ce genre de musique. Et puis ça permet au monde entier, ou en tout cas à tous les endroits où on peut toucher, de voir que ça existe. Bon, aujourd'hui, on a refait, je crois que c'est l'année dernière, on était au Canada.
On a des propositions maintenant à New York, à Miami. Le problème, c'est d'arriver à réunir tout le monde, parce que tout le monde a des programmes, et que les gens de Kassav soient disponibles aussi. Et bon, ça devient compliqué. Alors on le fait une fois tous les 2 ans. Donc le but, c'est pour promouvoir le zouk. Oui, c'est-à-dire que c'est une vitrine. Tu sais, quand tu vois par exemple les concerts de reggae où tu as 10 groupes de reggae qui arrivent, ben, c'est pour promouvoir le reggae. Alors tu en as 2 ou 3 que tu connais, et puis il y en a plein que tu ne connais pas, mais c'est du reggae. Et donc tu viens et tu découvres des groupes de la musique, des groupes de jazz pareil, des groupes de rock pareil. Bon, on essaie de faire pareil avec le zouk. Zouk, là, c'est sa musique à mononi. Le zouk est toujours ce médicament? Je crois oui, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça aide à oublier un peu leurs soucis pendant un petit moment. C'est en général le but de la musique. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui pensent être plus intelligents que les autres, qui disent oui, mais c'est de la musique qui fait danser les gens. Ben, toutes les musiques ont été faites pour faire danser les gens au départ. Hein. Le jazz, ça se dansait. La musique classique, ça se dansait. Donc après, on peut toujours intellectualiser des choses, dire oui, mais bon, ouais, mais voilà. Nous, on a une musique, tu as des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont malheureux, qui sont déprimés. Quand ils entendent du zouk, bah, ça leur redonne un petit peu de soleil, ça leur redonne un petit peu goût à la vie. Voilà, alors, les musiques africaines, tu les écoutes? Ah bah oui. Quels sont les disques africains que tu écoutes en ce moment? J'essaie d'écouter tout ce que je peux, mais bon, je ne peux pas tout écouter, hein, mais j'essaie d'écouter tout ce que j'ai l'occasion d'écouter. Je ne les cherche pas, parce qu'on est souvent en Afrique déjà, et même ailleurs. Moi, je considère qu'il y a beaucoup de musique en Afrique, et je ne suis pas le seul à considérer ça. Il y a des pays où tu fais 15 km, la musique est complètement différente. Donc on écoute, on s'inspire, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Tu vois? Et on se dit, si tous les musiciens qui sont sur Terre et qui passent pour des grands musiciens viennent s'inspirer en Afrique, pourquoi pas nous? Tu vois? Alors nous, on est encore des étrangers, on va dire. Mais pourquoi est-ce que les Africains même ne veulent pas s'inspirer de la musique qu'il y a chez eux? Ils veulent absolument faire la musique des Américains ou autres, ou des Jamaïcains ou Dieu sait qui. Toujours avec cette culture francophone. De dire que oui, ce que font les autres, c'est bien. Tu vois? Mais ce que font les autres, en fait, sont venus s'inspirer problème avec ici. la francophonie. Oui, parce que c'est un truc bien francophone. C'est-à-dire que de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et le problème, c'est que c'est chez le toi. bonheur est toujours chez le voisin. Oui, alors que c'est chez toi que le voisin vient s'inspirer. Alors là, je trouve ça tellement. Je comprends pas, quoi. Ça me dépasse, quoi. Surtout chez les francophones. Ben oui, il me semble. Alors, Jacob Desvarieux est un artiste, je dirais, très engagé sur certains cas. On t'a vu sur la représentativité des Noirs dans les médias français. Où en es-tu avec ce combat? Je continue. Parce que c'est pas simplement le nombre de Noirs qu'on voit à la télé ou des choses comme ça, il y a des trucs beaucoup plus profonds. Bon. Donc on continue à se battre pour que ça devienne un truc normal, quoi. Voilà, il y a un Noir qui présente une émission de télé ou Dieu sait quoi, c'est pas parce qu'il est noir. Juste parce que bon, il a la formation pour, il a l'intelligence pour, point, voilà. Alors quand tu écoutes ou quand tu vois des spectacles du genre Black Fashion Week, Black ceci, Black ceci. Bah, écoute, il y a toujours des choses à en redire. Bon, c'est pour dire oui, pourquoi Black, ça c'est en anglais. Alors peut-être que ce sont des Américains qui organisent ça, je sais pas. Bon, on peut toujours trouver des trucs pour faire sourire, mais bon, ça fait avancer un petit peu les choses, un petit peu, et peut-être qu'un jour on va y arriver. Séparer, par exemple, la mode des Noirs, la mode des Blancs. Il n'y a pas de White Fashion Week. Non, parce que ce sont eux qui font les Fashion Week. Tu vois? Les Noirs en sont exclus. Les créateurs noirs en sont exclus. Tu vois? Donc si tu ne fais pas quelque chose de spectaculaire, on ne sait pas que tu existes. Si tu ne fais pas 10 fois mieux que les autres, ben, on ne considère pas que tu es bon. Ben, voilà, c'est pas nous qui avons créé cette société-là, hein. On l'a trouvé comme ça. On essaie de trouver des moyens de faire avancer les choses, quoi. Avec tout ce que Kassav a apporté en France, on peut dire aucun groupe ne peut rivaliser avec Kassav dans le succès, du moins qu'il a apporté en France. Tu es fier de la façon dont Kassav est considéré en France ou... Non, mais bon, ça ne dépend pas de nous uniquement. Nous, on n'a pas de puissance économique derrière nous. Hein. On n'est pas les Américains, on n'est pas les Qataris. Bon, voilà, donc on se débrouille avec le peu qu'on a pour faire avancer nos choses. On n'est pas content, mais en même temps, on se dit, bon, c'est pas grave. Si on passe pas à la télé en France, c'est pas grave, on remplit quand même des salles. Beaucoup plus que plein de gens qui passent tout le temps à la télé. On remplit des salles et des stades dans d'autres pays d'Europe sans avoir de télé, sans avoir de radio, sans avoir de journaux, sans avoir quoi que ce soit.
Voilà. Donc on ne peut pas être jaloux. Moi, si en France on me dit que vous passez pas à la télé, bah, c'est pas grave. Hein. Regardez, on fait plus de monde par exemple à Amsterdam qu'à Lyon. On fait plus de monde à, je sais pas, à Bruxelles qu'à Marseille. Si on demandait à Jacob Desvarieux, Mhm. c'est où chez lui? Chez toi, c'est où? Bah, je dirais aux Antilles, puis ça dépend des jours, quoi. Ça dépend du jour, Oui, pourquoi? parce que bon, il y a des moments où je me sens plus chez moi en étant en Afrique, ou en étant aux Antilles, ou en étant Dieu sait où. Tu sais, c'est plutôt par rapport aux gens qui sont autour de toi que tu te sens chez toi. Tu as des odeurs préférées? Non, c'est au moment où je les sens. Tu sais, je vis un peu, je prends les choses comme elles arrivent, parce que je me dis, bon, bah, la vie est courte, on vit qu'une fois, donc voilà. Et il t'arrive de penser à tes débuts? Ah bah oui, tout le temps. Ça rappelle qu'on n'est pas grand-chose. Alors, égalité, fraternité, liberté. Mhm. C'est un peu comme tout ce qu'il y a sur les frontons des mairies de tous les pays du monde. Tu vois, il y a des grandes phrases qui ont été mises par quelqu'un un jour. Il pensait que c'était super. Et puis avec le temps, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Tu vois, c'est un peu comme la déclaration des droits de l'homme. Tu vois, les Tu te hommes... reconnais dans cette devise? Bah écoute, tu vois, j'en parlais récemment, on était dans une émission d'un de tes confrères sur RFI. Il y avait des gens qui étaient des vrais militants, droits de l'homme, tout ça, et qui disaient oui, mais machin, oui, mais ceci. Je disais, hé les gars, réfléchissez un petit peu. Vous avez vu ce qui a marqué sur le papier? Les hommes naissent libres et égaux en droit. Oui, c'est à la naissance, mais après, c'est pas pareil. Après, c'est fini, c'est juste à la naissance. Bon, je plaisantais, mais c'est un peu vrai quand même. Mais au moment où ça a été écrit, c'est pas du tout à ça que les gens pensaient, quoi. Tu étais déjà victime d'un acte raciste? Ah oui, je suis noir, je vis en France, oui. Clairement. Bon, je suis passé à côté de plein de trucs parce que bon, ben, je suis costaud, donc évidemment, Et la France d'aujourd'hui, tu te reconnais dans cette France? pas tout le temps, pas partout. Dans les grands principes, oui, mais dans la vraie vie, pas vraiment. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé, Jacob Desvarieux? Je sais que aucun pays ne peut rejeter, j'imagine, Mhm. la personne de Jacob Desvarieux. Beaucoup d'enfants qui nous suivent peut-être sont nés Mhm. sur la musique ou les musiques de Kassav. Mhm. C'est sûr, je le disais tout à l'heure à des enfants qui étaient assis de l'autre côté, ce monsieur que vous voyez là-bas, peut-être que sa musique a permis la rencontre entre tes parents. Oui. Alors, est-ce qu'il t'arrive de prendre une nationalité dans un pays quelconque africain? Moi, ça m'est pas arrivé parce qu'a priori, on peut pas avoir la double nationalité, mais bon, pourquoi pas. Moi, moi, je me pose pas de problème comme ça, quoi. Je me Et dis, si le Congo bah, te proposait un passeport diplomatique? ouais, tu crois que je vais refuser? Ça va pas, non? Oui, viens. Donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, Jacob Pas de Desvarieux problème. est partant. Bah, j'ai pas de problème avec ça parce que je te dis, moi en tant qu'antillais, dans quel que soit le pays où je suis allé en Afrique, quand je regarde les gens, j'ai l'impression que ce sont des gens, en tout cas si c'est pas eux, en tout cas ils sont de la famille de gens que j'ai vus aux Antilles. Parce qu'on a les mêmes morphologies, les mêmes démarches, les mêmes tellement de choses, quoi. On cherche les trucs qui nous séparent, et il y en a beaucoup moins que les choses qui nous rassemblent. Donc oui. Voilà, alors, dernièrement, tu as déclaré être favorable à la loi sur le mariage homosexuel qui a enflammé les débats à l'Assemblée nationale de France. Alors, ce débat n'a épargné personne, surtout ici en Afrique, dans nos maquis, dans nos nganda, dans les maléwa, comme on les appelle souvent, de l'autre côté, dans les restos. Alors, Quoi? Bah, moi en tant que noir, qui est considéré comme une minorité dans plein de pays, euh, je ne peux pas me mettre moi contre d'autres minorités. Tu vois? Si tu me demandes mon avis en tant que personne sur l'homosexualité, ce sera peut-être pas la même que mon avis public. Mais sur mon avis public, comment est-ce que tu veux que je te dise ah ben telle minorité là non, eux c'est pas bon, il faut pas il faut les virer, il faut les brûler ou un truc comme ça. Bon, ou telle autre minorité, il n'y a pas que les homosexuels, hein, tu vois, il y a les femmes, il y a les juifs, il y a les j'en sais rien moi, tu vois, il y a toutes sortes de minorités. Nous-mêmes on a vécu ça, on a vécu l'exclusion parce qu'on était une minorité. Tu vois. Alors après, je trouve ça un peu idiot de nous mettre, nous aussi, à exclure des minorités parmi les minorités, quoi. est-ce que tu es choqué d'entendre souvent certains Africains marquer leur étonnement de voir des Noirs soutenir de telles lois? Surtout voir Taubira en tant que Noir, vu les valeurs. Tu sais, comme je te dis, il y a deux choses.
tu regardes ton avis personnel sur une chose et puis ton avis par rapport à une société que tu es censé diriger. Parce que la politique, c'est quand même pouvoir gérer une société. Alors quand tu gères une société, tu ne gères pas par rapport à tes affinités à toi, par rapport à ton problème de famille de toi, avec ta famille ou tes amis proches. Tu gères un pays, tu gères des générations et des générations à venir. Donc à ce moment-là, tu es obligé de te mettre dans une autre position. C'est comme si tu me demandais si un juge trouve que c'est bien d'acquitter un meurtrier. Bah non, évidemment. Sauf que bon, il n'y a pas les preuves. Bah, même si on sait que c'est lui, mais on n'a pas de preuves, bah, on est obligé de le relâcher. Voilà. Alors en tant que personne, il va te dire ouais, c'est pas juste. En tant que juge, il va te dire ben oui, mais la loi dit que voilà. Voilà, alors tu as suivi la télé, écouté la radio, lu les journaux et magazines ces derniers temps. Qu'est-ce que tu as retenu? Ces derniers temps, bon, comme on était dans plein de pays, des trucs les plus spectaculaires, tu sais, bon, le terrorisme, surtout, enfin nous, ça nous frappe parce qu'on voit des jeunes, on se demande mais, comment ils sont arrivés là. Bon, on voit par exemple des choses qui avancent aussi, hein, tu sais, quand j'ai vu qu'en Arabie Saoudite, ils ont donné le droit de vote aux femmes. Bon, ça fait ricaner au départ. Je me suis dit, mais attends, les mecs, ils en étaient encore là. Ben si, c'était le dernier pays. Bon. Et pourtant, c'est le berceau de l'islam. Mais justement, parce que c'est l'endroit important de l'islam, je crois qu'ils ont voulu marquer le coup par rapport aux extrémistes pour leur dire, bon, attendez, c'est vrai que bon, on est encore un peu au Moyen-Âge sur certains domaines, mais ça avance. Alors que vous voulez retourner au Moyen-Âge, mais encore même avant. Bon. Voilà. Bon, ils n'ont toujours pas le droit de conduire des voitures, hein. Faut pas exagérer quand même, hein. Pas tout de suite. Hein. Ils n'ont pas le droit de sortir toutes seules dans la rue, bon, hein. Bon, mais bon, à la Mecque même, ils ont voté pour une femme. C'est incroyable, hein. Ben oui, on rigole, mais tu sais, la première fois qu'on a donné le droit de vote aux Noirs, je crois que c'était un peu le même genre, hein. Et tu vois, ça fait son chemin. Ça t'a fait plaisir quand on a reconnu au moins la traite négrière comme un crime? Oui, bon, moi je savais déjà, mais oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Moi j'aurais aimé aussi qu'ils fassent quelques petites excuses comme ils ont fait pour tous les autres peuples qu'ils ont massacrés, par exemple en Amérique latine ou Dieu sait où le pape ou d'autres, ou les responsables politiques sont venus dire bon, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, bon, on a un peu merdé, bon, excusez-nous. Bon, nous aux Antilles, on n'a pas le droit à ça, pour l'instant. Voilà, Jacob Desvarieux, nous sommes à l'arrivée, au terme de notre entretien. Un message à l'endroit de tous ces milliers d'Africains qui nous suivent à travers le monde? Ça va être dur, hein. Ça va mettre du temps, mais on va y arriver. Parce que voilà, on veut prendre pour modèle des sociétés qui ont mis 200, 500 ans à devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, et nous on le fait en 50 ans. Bon, c'est sûr que c'est difficile, mais quand tu vois le chemin parcouru depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, je pense que si tu prends de la Révolution française... Tu veux faire allusion à la démocratie? Notamment, parce que bon, la démocratie, oui, le mot c'est joli, hein, mais bon, dans la vraie vie, là, c'est pas pareil. Hein, toi. Quand tu parles à des gens qui sont analphabètes, tu leur parles de démocratie, ils te disent, bon, quand est-ce qu'on mange? Bon, en Europe, c'était pareil. Sur ce point, en 86, l'Italie était une dictature, oui. L'Espagne était une dictature. Oui, le Portugal. Ils n'ont pas attendu 100 ans. Oui, alors bon... Même tous les pays de l'Est. Non, ils n'ont pas attendu 100 ans, si, parce qu'ils étaient entourés de pays qui étaient plus ou moins démocratiques depuis 1700 et quelques, tu vois. Bon, évidemment, 300 ans après, bon, ben, les lignes ont bougé. Ben, nous, ça fait pas 300 ans que, par exemple, qu'il y a eu des indépendances en Afrique, hein, pour autant que je sache. Mais il faudrait qu'on rattrape ça en 50 ans. Ben non. Avec un peu de volonté. Oui, ça va venir, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, les gens qui sont au pouvoir et qu'on critique tant, bah, de toute façon, tôt ou tard, ils vont mourir. Hein. Et quand ils vont mourir, ils vont être remplacés par des gens plus jeunes, qui ont été dans des grandes écoles, alors qu'il y en a d'autres peut-être qui étaient au pouvoir simplement parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment. Des jeunes qui ne sont pas contaminés, bien sûr. Même s'ils sont contaminés. Non, mais c'est pas... Moi, je vois pas ça comme ça. Je dis, même s'ils sont contaminés, même si tout ce que tu veux, le fait qu'ils soient plus jeunes et qu'ils aient fait des études supérieures, fait que, de toute façon, ils auront une autre vision de la chose. Tu sais, il y a des blagues qu'on fait, on dit, bon, ben, ouais, bon, alors... on va essayer de monter une petite dictature, tu vois, hein, bien corrompue, hein, on sera les patrons. Ouais, mais alors attends, si on fait ça dans un pays pauvre, on va gratter sur les pauvres, on va prendre un centime sur chacun, bon, on ne va pas devenir riche. Hein. Par contre, si on fait ça dans un pays développé, ah ouais, là on pourra prendre 1000 francs sur chacun. Ah ouais, c'est plus intéressant. On va développer le pays, puis on fera une dictature dessus. Bon, c'est des blagues, mais n'empêche que ça permet aux gens quand même d'avancer un petit peu. Tu vois, et le jour où l'Afrique aura réussi à
trouver une forme de démocratie qui est adaptée à sa situation actuelle, là, à mon avis, d'ailleurs ça commence déjà, hein, l'Europe et les États-Unis et tout ça, ils commencent déjà à avoir quelques petits soucis parce qu'ils voient que finalement leur façon de concevoir le commerce avec l'Afrique, c'est un peu battu en brèche un peu partout, hein, par les dirigeants qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, Jacob Desvarieux, merci. Merci.